Voilà, bonsoir madame, bonsoir monsieur, nous avons le plaisir de recevoir ce soir l'abbé José Pondou, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, curé de la paroisse Sainte-Marthe en Célé, psychologue clinicien. Il est actif ou a été très actif au sein du groupe Amos et aussi au sein de l'Église. Il est responsable de la commission diocésaine de la formation permanente des laïcs. Bonsoir, monsieur l'abbé. Merci d'être avec nous. Je précise à l'intention de tous ceux qui nous suivent que les points de vue que vous donnez dans cette émission sont les points de vue qui sont les vôtres. Donc, vous n'engagez pas l'Église et nous vous avons fait venir en tant que membre de la société civile. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons essayer d'examiner ensemble, où vous allez donner votre vision sur le profil de la RDC post-dialogue après la signature du compromis global inclusif, deuxième round, qui venait de se tenir il y a quelques jours. Merci donc, une fois de plus, d'être avec nous. Alors, finalement, monsieur l'abbé, votre commentaire, le dialogue s'est finalement tenu après plusieurs tergiversations. Quel est votre commentaire à ce propos? Le dialogue s'est tenu. En fait, deux dialogues se sont tenus. Le premier dialogue, c'est celui qui s'est tenu à la Cité de l'Union africaine. Et le deuxième dialogue, c'est le tout récent qui s'est tenu au centre interdiocésain. Sous la direction et la modération, ou si vous voulez, la facilitation de l'équipe de la présidence de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Alors, au moins, vous êtes satisfait puisque lors de la première émission, vous aviez lancé un appel pour que les acteurs politiques se mettent impérativement autour du même table. Absolument. On ne peut pas régler les problèmes si on ne se met pas autour d'une table pour s'écouter. J'insiste sur le fait de s'écouter sans préjugés en vue de comprendre les motivations, donc les besoins des uns et des autres, et se mettre à l'écoute des sentiments des uns et des autres. Parce qu'en définitive, l'homme est conduit par ses besoins. Et l'homme exprime ses sentiments. Des sentiments qui sont liés à ses besoins. Besoins réalisés ou non réalisés. Lorsque les besoins sont satisfaits ou non satisfaits, eh bien cela produit des sentiments diversifiés. N'est-ce pas? Et donc c'est très important que le dialogue soit d'abord le moment où on s'écoute mutuellement. Et on s'écoute avec le cœur. Comme nous disons, on s'écoute avec empathie. C'est-à-dire, on se met un peu dans la peau de l'autre pour saisir ce qui est vivant dans l'autre. Et ce qui est vivant dans l'autre, c'est quoi? Ce sont ses sentiments et ce sont ses besoins. N'est-ce pas? Et c'est là où je me dis, c'est très important que les Congolais aient l'habitude de dialoguer au sens que je viens de définir maintenant, c'est-à-dire aient l'habitude de s'écouter directement, sans intermédiaire. Sans intermédiaire, n'est-ce pas? Je donne un exemple très simple, une expérience que j'ai vécue, je l'ai déjà évoquée lors de certaines émissions. Eh bien, en 2006, le 19 mars 2006, j'ai réuni une trentaine de compatriotes. Et l'invitation que j'avais lancée à ces 30 compatriotes, j'avais intitulé cela « Parlons Congo entre nous Congolais, sans intermédiaire, sans interférence, entre nous Congolais, n'est-ce pas? » Et de 19 mars jusqu'au mois de juillet 2006, nous avons tenu des rencontres là où j'habitais à l'époque, au petit séminaire, à la communauté Bakanja. Eh bien, nous avons tenu des rencontres avec une trentaine de compatriotes pour parler de quoi? Parler de notre pays. Et autour, entre nous, nous avons essayé de voir quel est le Congo que nous voulons.
Voilà un peu pour moi l'importance de ces deux rencontres qui viennent d'avoir lieu. C'est que les Congolais doivent prendre l'habitude de se parler plutôt que de se battre, plutôt que d'utiliser la loi de la force, n'est-ce pas, et s'entretuer, n'est-ce pas, et après qu'on se soit battu, qu'on ait tué des gens, des millions de gens, alors on va dialoguer à Sun City, on va dialoguer ici et là, et les 2 millions, les 9 millions et les 6 millions qui sont morts, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi ne pas dialoguer et éviter qu'il y ait des morts? Donc à l'avenir, vous préconisez que le dialogue soit un fait tout à fait permanent, tout à fait, et direct, tout à fait, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur les gens pour venir réconcilier les Congolais. Absolument. Hein? Si nous devons toujours à recourir à l'extérieur, ça signifie que nous reconnaissons nous-mêmes que nous ne sommes pas indépendants. Que nous ne sommes pas indépendants et nous ne sommes pas souverains. Que tout doit venir de l'extérieur. À la moindre chose, la communauté internationale doit venir. On doit nous donner un facilitateur international indépendant. Mais en quoi est-ce qu'il est indépendant? En quoi est-ce qu'il est neutre? Et pendant ce temps, nous sommes responsables de tous les dégâts humains, matériels. Absolument, nous en portons la pleine responsabilité, nous les Congolais. Alors, donc, maintenant, ce comportement de la classe politique, en fait, pour vous, il est dû à quoi? Le fait de ne pas toujours vouloir se mettre ensemble sans intervention extérieure. Est-ce que c'est le manque de confiance entre nos Congolais? Est-ce la recherche des intérêts personnels? Oui, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'il faut toujours les intermédiaires extérieurs? Je crois que nous devons faire ici une bonne lecture de notre histoire. Et une bonne lecture de notre histoire nous fera voir que depuis la conférence de Berlin et ce qui a été décidé en 1885 à Berlin, sans nous, j'insiste sur le fait que sans nous, ceux qui se considéraient et qui se considèrent jusqu'alors comme les maîtres du monde ont décidé, ont scellé le sort de notre pays, eh bien nous sommes en train d'en vivre les conséquences jusqu'aujourd'hui. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et c'est ce qui justifie le fait qu'ils ont toujours un mot à dire, ils ont toujours ce que je pourrais dire le dernier mot. Et puis, plus fort que cela, ils ont créé en nous Congolais une sorte de complexe, une mentalité, je dirais, quelque chose qui est ancré dans notre mentalité, qui est devenu comme notre culture, que nous devons toujours recourir à eux. Culturellement, politiquement, économiquement, nous devons recourir à eux. Voilà. Et c'est ça qui fait que nous sommes dépendants d'une dépendance, je dirais, quasi servile. 50 ans après l'indépendance. 50 ans et plus. Est-ce que nous avons été réellement indépendants? Est-ce que nous sommes réellement indépendants? Et moi, je réponds toujours à cette question en disant non, nous ne le sommes pas. Des gens m'ont dit, quand je parle comme ça, oui, mais quel est le pays au monde qui est totalement indépendant? Il n'y a aucun pays au monde qui est totalement indépendant. Tu ne peux pas rêver d'une indépendance totale. Non, je ne rêve pas d'une indépendance totale. Je sais que nous vivons dans un monde interplanétaire, nous vivons dans un monde où les nations sont en relation les unes avec les autres, mais je crois que ce qui est important, c'est que cette interdépendance repose sur une certaine autonomie de chaque nation, une certaine indépendance de chaque nation. Quand je suis dans le sein de ma mère, je suis dépendant totalement d'elle, parce qu'il y a le cordon ombilical qui nous lie.
n'est-ce pas? Lorsque je sors du sein maternel, eh bien, la première chose que le médecin fait, que la coucheuse fait, c'est de couper le cordon ombilical. Cela, c'est expression d'une vie d'autonomie qui commence. Et progressivement, j'acquiers une autonomie vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de mes parents. Au début, c'est elle qui me nourrit encore. Et puis, petit à petit, j'apprends à me nourrir moi-même. C'est elle qui me tient pour que je marche. Petit à petit, j'apprends à marcher par moi-même. C'est un peu cela le problème que nous avons, n'est-ce pas? Nous avons été colonisés, nous avons été, disons, un peu comme dans le sein maternel, n'est-ce pas? Eh bien, à partir du moment où on nous dit qu'il y a eu indépendance, c'est-à-dire que nous sommes sortis du sein maternel de la mère colonisatrice, eh bien, il est temps, 50 ans après, que le cordon ombilical soit coupé totalement. Nous devons nous assumer, n'est-ce pas? Et être responsable, je dirais pleinement responsable de nos décisions, de nos actes, de nos projets, n'est-ce pas, de nos réalisations. Alors pour vous, M. l'abbé, comment couper cette méfiance entre politiciens congolais? La méfiance entre politiciens congolais, à mon avis, elle est attribuable à, je dirais, trois démons, trois diables, qui nous asservissent. Aujourd'hui, je lisais dans le texte des Actes des Apôtres, n'est-ce pas, que Jésus a été investi de l'Esprit Saint, il a reçu la plénitude de l'Esprit Saint et il a passé sa vie sur cette terre en faisant le bien et en libérant tous ceux qui sont esclaves du diable. Et alors, pour moi, le diable a trois noms: le pouvoir, l'avoir et la gloire. Voilà les trois noms du diable. Le diable, ça vient du mot grec diabolos, qui signifie le diviseur, le commun diviseur, n'est-ce pas? Et ceux qui divisent aujourd'hui le monde, et les Congolais en particulier, c'est le diable du pouvoir, le diable de l'avoir et le diable de la gloire. Il n'y a pas d'intérêt personnel à rechercher. Justement. Oui, mais il n'y a pas d'intérêt collectif. Il n'y a pas d'intérêt collectif là-dedans. Il n'y a pas d'intérêt collectif, n'est-ce pas? Et chacun est un peu à la poursuite de ses propres intérêts. Et c'est pourquoi j'ai dit, si on devait avoir un vrai dialogue entre nous, Congolais, eh bien, ce dialogue devait porter sur la recherche d'une vision commune du Congo. Cela signifie que nous devrions, nous Congolais, nous asseoir pour répondre à la question que je considère comme une question fondamentale: quel est le Congo que nous voulons bâtir ensemble? Pour vous, ce serait lequel, ce Congo-là? Eh bien, pour moi, ce Congo, je l'ai défini en 4 piliers. Un Congo, terre d'égalité; un Congo, terre de participation; un Congo, terre de vérité et de liberté; et un Congo, terre de justice et de paix. Terre d'égalité qui va ensemble avec le respect de tout être humain. Tout être humain est égal à moi, parce que nous sommes tous créés par Dieu à son image pour être sa ressemblance. Et donc, peu importe les différences qui existeraient entre nous, de fonctions, de rôles, de tribus, de races, de positions sociales, n'est-ce pas, économiques, de religion, d'idéologie, de sexe, n'est-ce pas? Peu importe nos différences, mais nous avons quelque chose en commun, c'est notre humanité. C'est ça qui nous fait que nous sommes égaux. Égaux parce que être humain, tous. L'humain que je suis, toi tu l'es, l'autre l'est, et je respecte cet être humain dans l'absolu. Voilà pour moi la première qualité du Congo que je voudrais bâtir, dont je rêve. La deuxième qualité, c'est la participation qui nous rend tous responsables, responsables collectivement et responsables individuellement. Chacun à son niveau, bien entendu. La participation à la prise de décision,
la participation à l'exécution, la participation à l'évaluation de ces décisions, la participation au développement de notre pays, la participation à tout ce qui contribue à promouvoir l'homme congolais, à mettre l'homme congolais debout et à faire le bonheur de chacun de nous. Et voilà pour moi. Le troisième pilier, le troisième pilier, c'est le pilier de la vérité. Le pilier de la vérité, et j'ai dit la vérité qui nous rend libres. Et là, je me réfère, n'est-ce pas, à l'écriture, je me réfère à ces paroles de Jésus-Christ, parce que, bon, certains vont dire, oui, mais le Congo n'est pas, est un pays laïque, c'est pas un pays chrétien et tout. Jésus-Christ n'est pas venu pour les chrétiens. Jésus-Christ est venu pour tous les laïcs. Voilà. Jésus-Christ n'est pas venu pour les chrétiens. Il n'est pas né pour les chrétiens. Il est né pour l'humanité tout entière. Et son message est adressé à l'humanité tout entière. Et donc c'est pourquoi je peux me référer à lui. Comme un Gandhi qui n'avait rien de chrétien dans sa religion traditionnelle, n'était pas chrétien, mais il se référait à l'évangile de Jésus-Christ parce qu'il reconnaissait la valeur universelle du message de cet homme. Alors, on avance. Et c'est pourquoi je dis la vérité, c'est le troisième pilier. Et la vérité nous fait libre. Vérité sur Dieu. Dieu est amour. Vérité sur l'homme. L'homme est sacré. L'homme est sacré. C'est la seule créature sacrée. Vérité sur le pouvoir. Le pouvoir est service. Si j'ai dit tout à l'heure que le pouvoir est diable, eh bien le pouvoir devient diable lorsque nous le sortons de son objectif principal, c'est de servir les autres. Vérité sur l'avoir, sur les choses, sur les biens, sur l'argent. L'avoir est au service de l'homme et non l'homme au service de l'avoir. Voilà. Vérité sur la gloire. La gloire, c'est dans l'humilité, dans la kénose, dans l'abaissement. Et la quatrième qualité, ou si vous voulez, le quatrième pilier de ce Congo dont je rêve, c'est un Congo de justice. Et pas n'importe quelle justice. Je parle ici d'une justice miséricorde qui est au-delà de la justice distributive dans laquelle nous pouvons trouver des inégalités et qui va au-delà de la justice rétributive qui consiste à punir les mauvais et à récompenser les bons. On parle beaucoup ici d'impunité, mais mon cher ami, si nous voulons punir les mauvais, on commencerait par qui? Par moi-même. Voilà. Malheureusement, lorsqu'on parle d'impunité, on parle de justice et tout ça, on s'adresse souvent aux autres, n'est-ce pas? On ne pense pas que c'est nous-mêmes que ça s'adresse. C'est pourquoi moi je parle ici d'une justice miséricorde qui dépasse la justice distributive et la justice rétributive. Alors nous allons avancer, M. Labé. Là, c'est le Congo de demain que vous rêvez, voilà, qui devrait être en fait pris en compte lors du dialogue ou des dialogues qui veulent de se tenir. Oui. Alors vous avez posé une deuxième question, avec quel profil de dirigeants? Les dirigeants dont nous avons besoin, je me permettrai d'abord d'achever ce que je disais tout à l'heure par rapport au quatrième pilier. Eh bien, la justice, c'est celle qui engendre la paix, la vraie paix. La vraie paix qui est amour, la vraie paix qui est vérité, la vraie paix qui est justice, n'est-ce pas? La vraie paix qui est développement. Et sans justice, il n'y a pas de paix. N'est-ce pas? Et qu'on ne fasse pas avaler des histoires du genre au nom de la justice on sacrifie la paix, au nom de la paix on sacrifie la justice. Non, sans justice il n'y a pas de paix. Bien entendu, comme je l'ai dit, c'est pas la justice qui envoie les gens en enfer, c'est pas la justice qui envoie les gens à l'échafaud, n'est-ce pas? C'est la justice qui sauve l'homme et qui détruit le mal, n'est-ce pas? Alors maintenant, je pose la question du profil. Le profil du dirigeant. Eh bien, notre problème est là. Notre grand problème est là. C'est le problème du leadership. C'est un problème réel. Et je voudrais, avant de répondre à la question du profil que vous me posez, dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi nous n'avons pas eu des élections.
Et on se contente des réponses tout à fait, je dirais, artificielles, superficielles, extérieures. On n'a pas eu des élections parce qu'il n'y avait pas d'argent. On n'a pas eu des élections parce que le fichier électoral. On n'a pas eu des élections parce que des questions techniques, des problèmes techniques et tout cela. Moi, je me dis, les élections ne sont pas d'abord une affaire d'argent, une affaire de fichier électoral, une affaire de technique, mais les élections, c'est d'abord une affaire d'hommes. On ne choisit pas l'argent, on ne choisit pas ceci, on ne choisit pas cela. On va choisir un homme et des hommes. Dans le cas d'espèce, à la présidentielle, c'est un homme qu'on choisit. Et dans les autres élections, ce sont des hommes qu'on choisit. Et alors, le problème, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas, nous Congolais, nous ne sommes pas encore suffisamment mis d'accord sur le vrai profil d'homme dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Et alors, ce qui fait qu'on met dans des constitutions, c'est pas même un profil, on met des conditions, n'est-ce pas, pour être candidat, taillé sur mesure, n'est-ce pas? Taillé sur mesure. Et lorsque le pantalon qu'on a taillé sur ta mesure ne te va plus, parce que tu as pris un peu de poids, eh bien tu vas chez le tailleur, il va réviser le pantalon, il va rectifier le pantalon. C'est un peu cela nos constitutions. Alors donc, il faut quel profil, pour moi, le type d'homme dont nous avons... Là, nous sommes en train d'aller aux élections. Oui. Quel type d'homme faut-il pour la société congolaise de demain? Eh bien, je crois que pour la société congolaise d'aujourd'hui, de demain et de tous les temps, eh bien, nous avons besoin d'un type d'homme qui réponde à un profil qui correspond à celui que je viens de décrire par rapport au pays. C'est-à-dire des hommes qui sont pétris de l'intérêt supérieur de la nation. Et pour qui l'intérêt supérieur de la nation prime sur tout. Nous avons besoin des rassembleurs et pas des communs diviseurs. Parce que nous constatons que la politique du monde depuis l'Empire romain, elle est menée par le principe de diviser pour régner. Or, diviser pour régner, c'est ça qui est à la base de toute la catastrophe que nous vivons. Nous avons besoin des rassembleurs. Nous avons besoin des personnes qui savent travailler, des travailleurs. Et pas des gens qui sont là, qui profitent de la situation, souvent sans rien faire. Hein. Des travailleurs. Nous avons besoin des personnes qui soient des humanistes, c'est-à-dire qui ont le sens de l'homme, qui ont le sens de l'humain, le respect total de l'homme. Et donc, des gens qui, par respect pour l'homme, ne tueront jamais qui que ce soit. Mais alors, tous ces hommes mais on est tous dans la classe politique congolaise quand même. Eh bien, je crois que... Ils sont là où ils ne sont pas là. Ben, je crois que ces hommes et ces femmes existent dans notre société. Mais malheureusement, très souvent, ce ne sont pas ces personnes-là que nous promouvons. Parce que nous sommes rendus compte, je me suis rendu compte que quelque part, n'est-ce pas, un profil que j'ai entendu sortir de la bouche d'un Européen, n'est-ce pas, avec qui j'ai changé, n'est-ce pas, qui me dit, vous savez, pour diriger un pays comme le Congo, eh bien, on n'a pas besoin des gens sérieux, disait-il. On a besoin de qui? Des mafieux, des pirates et des tordus. Voilà, ça c'est le profil qu'on m'a servi par un Européen, n'est-ce pas, et pas de moindre, n'est-ce pas, de ceux qui se présentent comme nos maîtres. C'est trop fort quand même. Ben non, je dis ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai parce que je n'invente pas, hein, je n'invente pas. Hein. J'ai entendu, et ce jour-là, j'ai été édifié dans ce sens que j'ai compris maintenant quel type d'hommes ces maîtres du monde veulent voir à la tête de nos pays. N'est-ce pas? Mafieux, tordus et pirates. Hein? Alors, je me suis dit... Qui se mettent à leur service. Ah ben, absolument. Hein? Et quand je relis les Écritures saintes, n'est-ce pas? On parlait hier et aujourd'hui on parle de Hérode. Hein? Hérode qui était le chef politique à l'époque de la naissance de Jésus. Hérode, dès qu'il apprend qu'il y a un chef qui est né, un roi des Juifs qui est né quelque part, il panique.
Il panique, pourquoi? Parce que Hérode, comme la plupart des chefs, n'est-ce pas, de ce monde, est inscrit dans la logique de s'éterniser au pouvoir et de ne pas quitter le pouvoir. Ça, c'est Hérode, n'est-ce pas? Eh bien, Hérode, dès qu'il apprend qu'il y a un autre chef, un roi qui est né quelque part, il panique et automatiquement il nourrit dans son cœur l'idée d'éliminer physiquement. Vous voulez qualifier qui de par l'expression maître du monde? Je vais qualifier ce que moi j'appelle la mafia politico-financière internationale. Et c'est une mafia qui est comme une, disons, une espèce d'anomie, sans tête, sans nom, n'est-ce pas? Et là, vous trouvez les Américains, vous trouvez les Français, les Européens, vous trouvez aujourd'hui les Chinois qui entrent aussi, qui sont dans la danse, vous trouvez en fait tous ces toute cette haute finance internationale, à la recherche de l'argent, du bien, des biens matériels, des richesses, parce que c'est tout ce qui intéresse ces maîtres du monde, l'économique, le profit matériel. Regardez toutes les guerres qui sont en train de créer dans le monde, n'est-ce pas? C'est autour de quoi? Mais autour des biens matériels, autour d'un profit économique. Si ce n'est pas le pétrole, n'est-ce pas, de la Libye, c'est le coltan du Congo, c'est toutes ces richesses du sous-sol, du sol, qu'ils sont en train de chercher. Mais non, c'est l'eau qui est aussi une grande richesse, qui va être l'objet des prochaines guerres, si ce n'est pas déjà en train de devenir l'objet des guerres. Est-ce que c'est pas le même Congolais qui leur donnent l'occasion de marcher sur nous? Mais absolument, absolument. Beaucoup de gens, quand je parle comme ça à la télévision, disent « Oh, mais lui, il est comme, il a comme une fixation sur les maîtres du monde et tout cela. Il parle que des maîtres du monde et tout ça. » Mais aujourd'hui, tu me donnes l'occasion, mon cher Oscar, de préciser ma pensée. Ma pensée, c'est que les maîtres du monde ne font rien sans nous. Hérode, qui était représentant des maîtres du monde à l'époque de Jésus, mais pour faire son massacre, il a eu besoin des grands prêtres, des scribes qu'il a invités chez lui, n'est-ce pas? Et puis, il a eu besoin des rois mages. Mais heureusement que les rois mages ont compris l'histoire, parce que, ayant été instruits par Dieu, ils ont dit, nous ne rentrons plus par ce chemin. Ça veut dire, nous ne collaborons pas avec Hérode. Notre problème est là. C'est que nous, les Congolais, nous, les Africains, tant que nous continuons à collaborer, pouvoir à l'extérieur. Exactement. Tant que nous continuons à coopérer avec eux, eh bien, ils ont la tâche facile. Qui a décidé de tuer Lumumba? Ce ne sont pas les Congolais, hein. Ce sont les Américains, les Belges et les autres, les maîtres du monde, qui ont décidé de tuer Lumumba. Mais qui a exécuté la basse besogne? Qui a tué Lumumba? Ce sont les propres compatriotes de Lumumba, n'est-ce pas? Et après l'avoir tué, on en fait un héros national, n'est-ce pas? On en fait un héros national. Hein? Et tout le monde est content d'avoir un héros national. Mais un héros national mort est moins dangereux qu'un héros national vivant, n'est-ce pas? Alors il vaut mieux un héros national en statut qu'un héros national vivant qui va vous déranger tout le temps la conscience. Alors là, je suis tout à fait d'accord pour dire que notre responsabilité est pleinement engagée. Le jour où nous, Congolais et Africains, comprendrons qu'en retirant notre pilier du système capitaliste, libéral, ultralibéral qui est en train de nous malmener aujourd'hui, en retirant notre pilier pour proposer un autre système, n'est-ce pas, plus convivialiste, plus humaniste, qui met l'homme au centre et pas l'argent et les biens les biens économiques au centre, eh bien, le jour où nous comprendrons cela, eh bien, je crois que c'est la plus grande révolution qui va commencer. Autrefois, M. Labelle, on peut dire sur ce plateau, oui, ou dans une autre circonstance, oui, qu'il fallait également un dialogue avec ces maîtres du monde. Et c'est évidemment, pour moi, c'est le dialogue dont nous avons le plus besoin. J'ai eu l'occasion... Faut-il les écouter ou nous écouter? Non, c'est un problème. Mais nous devons nous écouter les uns les autres. Mais pour que ce dialogue ait lieu... Nous ne pouvons pas vivre sans eux, vous voulez dire? Non, nous ne pouvons pas vivre les uns sans les autres. Ça, c'est clair.
que eux, les Européens, les Américains, aient des intérêts dans notre continent, dans nos pays africains, c'est tout à fait légitime et normal. Le monde appartient à tout le monde, n'est-ce pas? Mais le grand problème, c'est à quand l'Afrique? À quand le Congo? Quand est-ce que nous, Africains, Congolais, nous serons conscients de nos propres intérêts communs, n'est-ce pas? Nous nous mettrons ensemble pour dire, voici nos intérêts. Et vous, les maîtres du monde, vous avez aussi vos intérêts. On se met autour d'une table. Comme à la conférence de Berlin où vous l'avez fait sans nous, eh bien maintenant, c'est avec nous que vous devez tenir compte, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus vos robots, vos marionnettes que vous manipulez, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, mais nous sommes maintenant des êtres humains debout, n'est-ce pas? Nous nous mettons en face de vous, mais pour que nous le fassions, il faut que entre nous d'abord, nous nous mettions d'accord. Et c'est pourquoi je dis... C'est pas ce qui se passe à l'ONU? Non, c'est pas ce qui se passe à l'ONU. L'ONU, c'est un grand machin, comme disait le président de Gaulle, n'est-ce pas? C'est un grand machin, n'est-ce pas? Et qui écrase, qui domine. Et l'ONU, c'est un moyen de néocolonisation aussi, quelque part. Qu'on se le dise, n'est-ce pas? Qu'on se le dise. Hein? Et vous verrez bien, les maîtres du monde sont bien à l'ONU, au Conseil de sécurité. Ils sont au FMI, ils sont à la Banque mondiale, n'est-ce pas? Ils sont là où, n'est-ce pas, le pouvoir se crée et se donne, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, moi, je suis tout à fait partie prenante pour une rencontre, appelez ça conférence, appelez ça dialogue, appelez ça je ne sais pas comment, donner un nom à cela, mais une rencontre entre les Congolais, les Africains en général, les Congolais en particulier. Tous les jours, il y a toujours des rencontres Europe-Afrique. Mais non, mais non. On se trouve dans plusieurs occasions. Oui, mais écoutez, qui convoque ça? Dans quel esprit? C'est toujours dans le même esprit. C'est toujours dans l'esprit de la conférence de Berlin, n'est-ce pas? Quand aujourd'hui on parle de l'OIF, n'est-ce pas? Qui convoque l'OIF? France-Afrique. Ben oui, France-Afrique, qui convoque France-Afrique, n'est-ce pas? Et on a vu des pays qui ont dit, eh bien nous quittons vos histoires-là. Et à partir du moment où certains pays commencent à prendre conscience et à décider de quitter, c'est à ce moment-là que nous pourrons remettre en place un cadre de dialogue avec eux qui sera différent de tous les cadres de dialogue que nous connaissons aujourd'hui, parce que ce sont des cadres où ce sont eux qui nous invitent et qui nous parlent comme à des petits-enfants. Tu as vu quand les États-Unis ont invité les présidents africains, Amérique, Afrique ou USA, Afrique, n'est-ce pas? Eh bien, quand vous entendez ces discours-là, quand vous entendez le discours de Feu François Mitterrand, n'est-ce pas, à cette conférence de la Baule, n'est-ce pas, on a l'impression qu'ils s'adressent à leurs élèves, ils s'adressent à leurs enfants, n'est-ce pas? Et quand vous entendez un Sarkozy qui arrive, n'est-ce pas, à l'Union africaine ou à la réunion des présidents africains autour de la problématique des élections en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Quand ils ont décidé que c'est Ouattara qui doit être président de la Côte d'Ivoire, mais ils viennent donner des injonctions. Où as-tu vu un président africain aller à l'Union européenne donner des injonctions? Où as-tu vu ça? Ces injonctions de préciser, nous les avons tous les jours ici, nous avons les ambassadeurs. Mais c'est évident. C'est évident et c'est honteux. Et c'est honteux. Moi, je crois qu'il est temps que nous, Congolais, nous prenions conscience que nous sommes nous-mêmes notre propre problème. Et il est temps qu'on arrête de parler de ces Américains, de ces Européens, parce qu'ils ne peuvent rien faire sans nous. Tant que nous leur prêtons nos mains, nous leur prêtons notre intelligence, nous leur prêtons tout, n'est-ce pas? Nous nous donnons à eux, eh bien, ils nous utilisent comme des marionnettes, malheureusement, n'est-ce pas? Le jour où nous allons comprendre que, il est temps qu'on se mette ensemble, n'est-ce pas? On n'a pas besoin qu'un ambassadeur de l'Union européenne, qu'un ambassadeur de je ne sais où, n'est-ce pas? Qu'un représentant de l'ONU ou de je ne sais pas trop qui, de l'USA ou de l'Union viennent nous donner des injonctions. Aujourd'hui, on a parlé des sanctions ciblées, là. Eh bien, moi j'ai dit ceci, ces sanctions ciblées, mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que nous, Congolais, Africains, nous allons investir chez eux. Nous allons acheter des maisons chez eux. Nous allons mettre notre argent dans leur banque.
eh bien, le jour où ils décident de nous ravir ces biens-là qui sont investis chez eux, qu'est-ce que nous avons comme pouvoir pour réagir contre? Alors vous allez leur donner la faute. Non, la faute est à nous. Pourquoi est-ce que toi, tu as de l'argent, Congolais, tu as de l'argent? Pourquoi tu ne construis pas des HLM dans ton pays? Des habitations à la haume et pour qu'il n'y ait plus ce que je suis en train de vivre, n'est-ce pas, à Nsele là-bas, à Kinkole, je vais dire, mettre dans des villages, je vois des choses abominables. Je me dis, mais est-ce que l'État existe dans ce pays? Est-ce que l'État existe? Qu'en plein XXe siècle, dans la révolution de la modernité, que je trouve des compatriotes qui vivent encore dans des cases, n'est-ce pas, en paille. Même pas en pisé, là, non, en paille. Alors, nous-mêmes, finalement, puissiez-vous décrire cet état d'injustice, oui, disons ça, oui, entre les riches, oui, et nous les pauvres, oui. Qu'est-ce que nous, on devrait, nous pauvres, en fait, nous, Africains, devrions faire pour être sur le même pied d'égalité? Vous avez cité le cas de Lumumba, oui, mais tous ceux qui ont essayé de lever la tête se sont vus tout simplement décapités. Oui, eh bien, il y a quelque chose qui nous manque. Depuis que j'analyse un peu l'histoire de notre pays, il y a quelque chose qui nous manque et qui manque à nos leaders. C'est que nos leaders ne sont pas connectés à la base. Nos leaders ne sont pas connectés à leur peuple. Une connexion telle que le peuple se reconnaisse dans leur leader et les leaders ont à devoir à leur peuple et se sentent comme l'émanation de leur peuple. Et celui qui a exprimé cela avec une grande vérité, c'était notre feu président Mobutu. Lorsqu'il a dit clairement un jour, je ne dois rien au peuple zaïrois, mais c'est le peuple zaïrois qui me doit tout. Donc ça veut dire, il ne doit rien à nous parce qu'il n'émane pas de nous. C'est ça que ça signifie, il n'émane pas de nous. N'est-ce pas? Alors, par contre, un gars comme Hugo Chavez au Venezuela, n'est-ce pas, dont j'ai suivi un peu la trajectoire, j'ai lu sur lui, j'ai suivi un peu son histoire, eh bien, Hugo Chavez, lorsque les Américains ont fait un coup d'État au Venezuela, alors qu'il venait à peine d'être élu président du Venezuela, eh bien, ce coup d'État-là a duré combien de jours? 3 jours seulement. Pourquoi? Parce que le peuple du Venezuela, étant connecté à son chef, a dit aux Américains, nous, notre chef, le seul que nous connaissons, c'est lui. Et c'est seulement lui. Et les Américains ont dû reprendre leur homme, n'est-ce pas? Et Hugo Chavez a continué à travailler avec son peuple. Et Hugo Chavez a été accusé par les maîtres du monde de 7 péchés capitaux, dont les 3 plus grands péchés, c'est quoi? Il a donné à manger à son peuple, il a donné la culture, l'éducation, l'instruction à son peuple, ils savaient lire, ils avaient à manger et ils étaient soignés. 3 grands péchés, sans compter les 4 autres, n'est-ce pas, que vous pouvez lire dans les livres. Il reste 2 minutes, M. Lavé, ça devient de plus en plus intéressant. Alors, ce qui nous fait courir aujourd'hui dans ces pays, ce sont les élections. Dans le compromis politique, on envisage les élections, la présidentielle d'abord, les législatives, et puis les provinciales. Et s'il y a du temps, dit-on, ou s'il y a des moyens, il faut maintenant coupler avec les locales. Est-ce que cette façon de voir les choses est la vôtre? Elle n'est pas du tout la mienne. Elle n'est pas du tout la mienne parce que j'ai toujours pris la comparaison d'une maison. Le Congo, c'est un peu comme une maison. La RDC, c'est une maison commune. Un peu pour reprendre l'expression du pape François, c'est notre maison commune. Et cette maison commune, nous ne pouvons pas la bâtir à partir de la toiture. Où a-t-on vu quelqu'un qui commence à construire en commençant par la toiture? On bâtit une maison en mettant d'abord des fondations. Et les fondations pour une maison qui se veut une république démocratique, les fondations, c'est la base, c'est le pouvoir local, municipal. Et pour moi, une preuve suffisante qu'on ne veut pas de démocratie dans ce pays, c'est que on commence toujours par les présidentielles. À Sun City, l'accord global et inclusif, dans le chronogramme des élections, il était prévu quoi? J'ai encore le texte en tête. Il était prévu, les élections commenceraient par les locales et municipales et se termineraient par la présidentielle.
Qui a décidé qu'on changeait ce chronogramme? Les Congolais même. Les Congolais peut-être, oui, mais ceux qui ont financé les élections. Ah, ça c'est un problème. Ceux qui ont financé les élections ont dit, nous n'avons pas d'argent pour les locales et les municipales pour le moment. Ce qui est le plus important, le plus urgent, c'est d'aller à la présidentielle. On couple ça avec les législatives, mais le plus important, c'est la présidentielle, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'ai lu l'accord du 18 octobre. J'ai lu l'accord du 31 décembre. Ce que ces deux accords ont en commun par rapport aux élections, c'est qu'on renvoie les élections locales et municipales au calendrier grec. Voilà. Pour les uns, on dit une formule très polie, très gentille, n'est-ce pas? On va coupler les présidentielles avec les législatives et les provinciales, et au cas où il y a des moyens et tout ça, eh bien, on mettra aussi les locales et municipales, au cas où, n'est-ce pas? Et dans l'accord du 31 décembre, il est carrément dit, eh bien, les élections locales et municipales sont renvoyées en 2018. Ça veut dire, elles n'auront peut-être jamais lieu. N'est-ce pas? Alors, moi, je trouve tout cela regrettable pour nous les Congolais, parce que nous n'avons pas compris qu'une démocratie, elle est d'abord participative, et elle se construit à partir de la base. Le vrai pouvoir, c'est celui du chef de quartier, c'est celui du chef de rue, c'est celui du chef de la commune, c'est celui du chef de territoire, parce qu'il est proche des gens et il peut exercer un pouvoir de développement. C'est ce qui avait été proposé au début, mais on avait senti une levée de boucliers. Mais lever des boucliers d'abord de la part de qui? De la part des maîtres, de ceux qui nous commandent, qui nous dirigent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont besoin que d'un chef de l'État. Regardez un peu partout en Afrique ce qui se passe, n'est-ce pas? Dans notre pays, combien d'élections locales nous avons déjà eues depuis l'indépendance? On a eu des élections locales, parce que j'ai essayé d'étudier l'histoire de notre pays, l'histoire électorale de notre pays, que j'ai consigné dans un livre que nous avons publié, qui s'intitule « Élections en RDC, enjeux et stratégies d'organisation », n'est-ce pas? Qu'on peut trouver dans les éditions d'Épiphanie. Eh bien, dans ce livre, nous avons fait une relecture de l'histoire électorale de notre pays. Et cela m'a fait découvrir que dans l'histoire électorale de notre pays, nous n'avons eu que très peu d'élections locales et municipales. Les premières élections locales et municipales, c'est ce que nous avons qui ont donné quelqu'un comme Kasavubu comme premier bourgmestre de la commune qui porte maintenant son nom, la commune de Dendal, qui est devenue la commune de Kasavubu parce qu'il a été le premier bourgmestre et bourgmestre élu. Et puis, bon, progressivement, avec l'évolution des temps, il est devenu président de la République. Mais au moins, il a été un élu à la base, n'est-ce pas? Aujourd'hui, combien de nos dirigeants peuvent se proclamer, se réclamer être des élus à la base? Combien? Combien? Voilà, alors, le fait maintenant de vouloir reconfigurer la CENI aujourd'hui, pour vous, est-ce une bonne chose ou vous trouvez que une fois de plus, on risque encore de renvoyer les élections ou de recommencer de manière perpétuelle? Eh bien, je vais vous dire mon point de vue le plus profond, n'est-ce pas? Et je l'ai déjà exprimé plus d'une fois, même à des amis, des politiciens avec qui on discute, on débat de toutes ces questions-là. Moi, j'ai dit... Des gens sont venus me voir à l'époque de Malumalu pour dire, de l'abbé Malumalu, le frère abbé Malumalu, pour dire, non, non, c'est pas lui, on doit mettre quelqu'un d'autre, il est kabiliste, et ceci et cela, et tout et tout. Moi j'ai dit, mais vous vous trompez de cible. Le vrai problème, c'est la CENI elle-même. Avons-nous besoin d'une commission électorale nationale indépendante? Alors que partout ailleurs, n'est-ce pas, dans les pays qui se disent démocratiques et qui veulent nous donner des leçons de démocratie, c'est toujours le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de l'organisation de... Les élections, c'est une question d'administration interne. Et ça relève du ministère de l'Intérieur. À l'époque de Mobutu, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections, si on pouvait parler d'élection, parce qu'une élection avec un seul candidat, ce n'est pas une élection. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que notre vrai problème, qui a décidé de créer la CENI? Et quel est le rôle de la CENI?
est-elle réellement indépendante? Voilà des questions qu'on doit se poser, plutôt que de voir qui est dit président, qu'on doit récomposer. Tout le monde est là-dedans. Tout le monde est là-dedans. Mais le problème, c'est que nous, les Congolais, nous n'osons pas nous poser les questions de fond. Nous passons à côté des questions de fond et nous nous intéressons aux personnes, aux individus, n'est-ce pas, de telle sorte que, chacun veut se positionner pour un intérêt qui n'a rien à voir avec l'intérêt commun, mais qui a à voir avec des intérêts tout à fait partisans, tout à fait personnels et à la limite, je dirais, qu'on me permette l'expression, à la limite égoïste. Ouais. Alors, je me dis, il est temps que nous revenions à des choses sérieuses. Si on veut que les élections soient organisées de manière simple, on n'a pas besoin des élections qui coûtent 1 milliard. On n'en a pas besoin. Hein? On n'a pas besoin d'1 milliard pour organiser des élections. Mais si on a besoin aujourd'hui d'1 milliard pour organiser les élections, parce que les élections sont devenues un business qui profite d'abord à ceux chez qui nous commandons le matériel. Alors que tout ce matériel pourrait être fabriqué ici sur place à moindre frais. Et donnerait du boulot aux Congolais. Voilà. Alors, M. Rabé, on doit terminer, peut-être dans 30 secondes, un appel tout simplement à la conscience, au patriotisme, au système patriotique, à nous, les Congolais, à nos dirigeants, et bref, à tout le monde. Eh bien, mon appel est très simple. Congolais, mes frères et sœurs congolais, si j'ai un appel à adresser à tout le monde, c'est un appel à se mettre ensemble autour d'une vision commune que nous allons élaborer ensemble et que nous allons défendre ensemble. Et que cette vision commune devienne notre force. Parce qu'aujourd'hui, avec la vision des autres, nous travaillons toujours avec la vision des autres. La vision du Congo qui nous motive aujourd'hui, c'est la vision des autres. Ce n'est pas notre vision à nous. Alors, frères et sœurs congolais, mettons-nous ensemble autour d'une table et disons-nous, voilà le Congo que nous voulons bâtir ensemble. Et pour ce Congo-là, nous nous mettons unis, n'est-ce pas, pour que demain, n'est-ce pas, les petits-enfants, les enfants et les petits-enfants qui viendront puissent bénéficier d'un pays qui leur porte bonheur et pas un pays qui soit tout le temps source de malheur, de misère, de pauvreté pour ses propres fils sur une terre riche en potentialité. Parole d'un prêtre. Merci beaucoup, M. Rabé. Merci à tous les téléspectateurs. Prochain rendez-vous la semaine prochaine.